Ah, ça y est, enfin dans mon élément. Ah bah tu dois être contente alors. C'est super ça. Bon par contre je te préviens, on est sur un épisode sur le rock. Alors on va faire un petit relooking avant. Ah là, on est bien. Maintenant on peut démarrer. Le 5 avril prochain marquera les 30 ans de la mort du chanteur, créateur et leader du groupe Nirvana, Kurt Cobain. À cette occasion, je vais vous montrer dans cette vidéo comment Nevermind a révolutionné toute une génération. Tout au long de la vidéo, il y aura des parallèles forcément avec Kurt Cobain, parce que avant Kurt Cobain, il n'y avait pas Nirvana, et après Kurt Cobain, il n'y a pas eu Nirvana. Et surtout parce que l'album dont on va parler aujourd'hui a été entièrement écrit par ce dernier. On va commencer par un petit peu de contexte. Après leur premier album Bleed sorti en 1989, Nirvana c'est un groupe local, pas très loin de Seattle. Pas encore très connus et ils sont un peu au fond du trou. Il leur faut absolument un batteur compétent s'ils veulent prendre de l'importance. Le batteur actuel, Chad Channing, ne se sent pas vraiment à sa place dans le groupe. C'est donc Dave Grohl qui sera choisi pour endosser le rôle de batteur. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est bon. Alors, toute la tournée de l'album se fait en van, et le groupe est presque sans le sou. Ça ne les empêche pas de rester de bons vivants. Ils arrivent donc de justesse à Los Angeles pour un enregistrement en mai 91. Le 24 septembre 91, c'est donc le deuxième album du groupe et celui qui nous intéresse, Nevermind, qui sort. En octobre, soit un mois après sa parution, il obtient déjà le disque d'or. Mais comment expliquer un tel succès ? D'abord MTV, la chaîne télé de musique de référence à l'époque, elle n'arrête pas de passer le clip de Smells Like Teen Spirit. Ensuite, même si le groupe refuse de l'admettre, les chansons sont plus populaires. Elles touchent à un plus large public, les mélodies sont plus harmonieuses, la voix est plus posée, les riffs deviennent plus accrocheurs et c'est la même pour les refrains. Ensuite, quand on se penche plus sur l'album et sur les titres, on peut facilement comprendre pourquoi cela touche un certain nombre de personnes. Notamment grâce à la qualité d'écriture de Cobain et à sa capacité à toujours dépeindre la réalité. Bon, en tout cas cette explosion médiatique, ça va les faire connaître du monde entier. Et avec ça, le mouvement grunge va aussi se développer à travers le monde. Petit rappel de ce qu'est le mouvement grunge. Tiré du mot grungy, qui signifie ça dans le langage courant, le grunge c'est un mouvement. Ça va caractériser à la fois un genre musical et un style vestimentaire. Pour le genre musical, on en a parlé. Nirvana est un des groupes les plus célèbres du mouvement. On retrouve aussi Pearl Jam ou Alice in Chains. À savoir que ces groupes sont tous originaires de Seattle ou présents dans l'état de Washington. C'est le berceau du grunge. Le but est d'exprimer sa déception, sa désillusion et sa frustration vis-à-vis de la société. L'ascension sociale est de plus en plus difficile, et on remet en cause des générations passées qui ont eu la belle vie. Et ça plaît aux ados de l'époque. Les femmes aussi s'imprègnent de ce mouvement, à l'image de Courtney Love, qui deviendra la femme de Cobain. Maintenant, pour s'habiller grunge, vous regardez Kurt Cobain, et vous faites pareil. Donc, vous enfilez un jean troué, un t-shirt en oversize, une chemise à carreaux par-dessus, et vous chaussez des Converse. Bon, retournons à nos moutons, c'est le cas de le dire, car l'album devait s'appeler Cheap. Cobain voulait se moquer des gens qui achèteraient leur album, notamment avec la phrase marketing « Parce que vous ne voulez pas en être un, parce que les autres en sont ». Finalement, c'est le titre Nevermind qui sera choisi. En anglais, ça signifie « tant pis » ou « pas grave », reprenant un peu l'idéologie du groupe. Sur l'album qui dure environ 3 quarts d'heure, on retrouve 12 titres. Le premier, Smells Like Teen Spirit, que vous avez certainement déjà entendu. Alors le morceau, il va être représentatif de l'album et va suivre un schéma, couplet doux et refrain fort. La deuxième chanson de l'album est In Bloom, une des chansons les plus célèbres. Elle évoque les nouveaux fans, découvrant le groupe grâce à cet album et peu habitués à écouter un tel style musical. Le troisième titre, c'est sûrement la deuxième chanson la plus connue du groupe, Come As You Are. Au-delà d'être la version originale du slogan de McDo en France, cette chanson,
elle a aussi fait polémique, notamment à cause de similitudes au niveau du riff de guitare. Pour l'exemple, j'ai pris la chanson 80s de Killing Joke. Je vous laisse faire votre propre avis. En tout cas, Cobain a déclaré plus tard qu'il s'agissait du même riff. Breed, c'est la 4e chanson de l'album, et elle adopte un son plus punk et un tempo plus rapide, comme d'autres titres de l'album qu'on va évoquer plus tard. Lithium, 5e titre de l'album, évoque l'histoire d'un homme dépressif, à la limite de la folie, qui se tourne en dernier recours vers Dieu. La dernière phrase du refrain montre que cela n'a pas servi. Cobain y montre ici son aversion pour la religion. On reviendra un peu plus tard sur cet aspect. Le titre suivant est nommé Polly. Il s'agit d'une ballade qui conte l'histoire d'une séquestration, d'un viol et de torture du point de vue de l'agresseur. Alors forcément la chanson a fait polémique, mais elle s'inscrit toujours dans l'anticonformisme du groupe, qui même en réalisant un album populaire veulent choquer. Quoi de mieux pour se remettre d'une ballade que le morceau le plus punk de l'album. Le 7e titre est Territorial Pissings. Il sert souvent de dernier titre en concert et permet à Kurt de casser la voix, et ensuite aux membres du groupe de casser leurs instruments, les enceintes. C'est un peu le rituel du groupe de détruire leurs instruments après chaque concert. Le titre suivant est Drain You, dans laquelle Cobain va raconter sa relation toxique avec sa copine de l'époque qui l'utilisait. Ensuite, Stay Away, il relie tous les points abordés. D'abord l'anti-mode grunge avec la phrase et anti-conservateur avec et cette phrase qui est citée à la fin de la chanson, elle va nous permettre d'aborder un point clé de la carrière du groupe. Tout d'abord, l'aspect religieux est déjà présent dans le nom du groupe. Nirvana, dans les religions bouddhistes et hindouistes, c'est le stade le plus élevé que l'être humain puisse atteindre. En ayant atteint ce stade, on ne renaît plus, c'est la fin des souffrances. Pour Cobain, addict à l'héroïne, c'est pour cette raison qu'il choisit le nom Nirvana pour son groupe. Et d'un autre côté, il dénonce Dieu. Ça crée une légère contradiction. Et la contradiction, c'est l'essence même de Nirvana. D'un côté, le groupe s'oppose à toutes les modes vestimentaires, et en popularisant le grunge à travers le monde, ils en créent une nouvelle. Petite contradiction. Cobain se plaint de la popularité grandissante du groupe, mais ne dit rien quand MTV passe son clip à la télé. Petite contradiction. Ensuite, pour parler des engagements de Cobain, il va construire ses engagements pendant sa jeunesse. Au collège, il est moqué car il aime dessiner, il aime la nature, les animaux, et traîne avec un camarade homosexuel. Cobain déclarera plus tard « J'aurais aimé être homosexuel, juste pour faire chier les homophobes. Est-ce que c'est bon pour vous ? » Il s'engage aussi auprès des femmes. Il n'hésite pas à se grimer, et dans certaines chansons, on retrouve des passages qu'on pourrait qualifier de féministes. Read me, my friend. Read me. C'est pas tout, mais on a un album à finir, nous. Bon, je t'accorde qu'on s'est un peu égaré, mais parle sur un autre ton, s'il te plaît. Le groupe finit l'album par 2 ballades. La première est On a Plane. Il s'agit d'une chanson sans aucun sens. La seule phrase qui est répétée est et on entend même Cobain dire dans la chanson le dernier titre de l'album est Something in the Way, et il va le conclure d'une manière très sombre. Cette ballade triste va compter les mois difficiles que Cobain a connus lorsqu'il était sans domicile fixe. La chanson a pu se faire une deuxième jeunesse dans le film The Batman, sorti en 2022. Passons maintenant à la pochette de l'album.
cette pochette. Et quelle pochette! Elle met en scène un bébé tout nu dans l'eau attiré par un billet tiré au hameçon. C'est une satire du capitalisme. Les nouveau-nés vont être bercés dans une société pareille. En 2021, le bébé ayant bien grandi, il accuse le groupe ainsi que tous les détenteurs de l'album de pédopornographie. Et quand je dis tous les détenteurs de l'album, je veux bien dire tous. Tous les citoyens qui ont en leur possession Nevermind. La plainte est rejetée début 2022. Les accusations sont alors démenties par les membres encore vivants du groupe et leurs avocats. Mais Spencer Elden, c'est son nom, ne jette pas l'affaire. Fin 2023, il relance la plainte. Il réclame alors 150 000 $ de chacune des personnes qu'il dénonce. Bon, après, c'est peut-être un peu la faute du groupe, car le pénis visible sur l'album ne devait pas apparaître. Cobain a alors fait pression en accordant seulement de le cacher avec une vignette sur laquelle figurerait « Si cela vous choque, alors vous êtes un pédophile en puissance ». L'album, c'est fait, la pochette, c'est fait, les engagements, c'est fait, le grunge, c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste ? Bah il nous reste son influence. Bon bah c'est parti alors. Après le succès de Nevermind, qui va quand même aller détrôner le roi de la pop et Dangerous en 1992, Nevermind, ça a ouvert les portes à beaucoup d'autres groupes. Les labels sont de plus en plus tolérants depuis la sortie de l'album, et ils voient que ça marche. Cobain joue aussi sur cet aspect. À chaque apparition télévisée du groupe, il porte des vêtements de groupes locaux. Petite liste des groupes qui vont prendre leur envol après Nevermind. On retrouve Green Day, The Offspring, Blink-182, The Smashing Pumpkins, et même des groupes outre-Atlantique comme Oasis ou Blur qui ont été impactés, et si on va un peu plus loin, quasiment tous les groupes de rock formés après 1991. On a dit tout à l'heure que l'album était sorti fin 1991, et ça en même temps qu'un autre album rock légendaire, Use Your Illusion des Guns N' Roses. C'est à partir de là que va naître une rivalité entre Axl Rose et Kurt Cobain. Ils sont tous les deux les leaders de leurs groupes respectifs, et lorsque Nirvana prend de l'importance, Cobain n'hésite pas à tailler les Guns, en qualifiant leurs paroles d'insignifiantes et sexistes. Cobain reste un grand défenseur de l'égalité homme-femme et des droits de ces dernières. Le duel entre les deux chanteurs a même failli en venir aux mains lors d'une rencontre dans les coulisses de MTV. Pour la petite histoire, dans les coulisses des Video Music Awards en 92, les deux groupes sont présents. Kurt, sa femme et sa fille, ainsi que les deux autres membres du groupe, à savoir Dave Grohl et Chris Novoselic, sont tranquillement attablés. Mais voilà que passe Monsieur Axl Rose. Pour le saluer, Courtney Love, elle va lui lancer un « Hé, Rose, tu voudrais pas être le parrain de notre fils ?» Ce à quoi ce dernier va répondre, ouvrez les guillemets, « Ferme la gueule de ta chienne ou je te pète la gueule !» Un peu énervé le monsieur. C'est le cas de le dire. Bon, après Nevermind, c'est le troisième et dernier album du groupe qui va sortir, In Utero. Ensuite, courant 93 et 94, le groupe va entamer une tournée mondiale, mais Cobain, lui, son addiction à l'héroïne, elle est de plus en plus prononcée. Le 8 avril 1994, le corps de Kurt Cobain est retrouvé sans vie. Le chanteur se serait suicidé 3 jours auparavant d'une balle de fusil de chasse dans la tête. Cobain va alors rejoindre le tristement célèbre Club des 27 aux côtés de Jimi Hendrix ou Jim Morrison. Cette fin tragique, elle va bouleverser le monde, mais elle va surtout contribuer à faire rentrer Nirvana encore un petit peu plus dans la légende.